Le moment qui a tout changé, les contractions avaient commencé vers 3 heures du matin. Au début, je les avais confondues avec les douleurs lombaires qui m'accompagnaient depuis le 8e mois. Mais quand l'eau a rompu sur le parquet de notre appartement parisien, j'ai su que c'était le grand jour. « Laurent !» ai-je crié, secouant mon mari endormi à côté de moi. « C'est le moment !» Laurent s'est réveillé en sursaut, les yeux écarquillés dans la pénombre. Il a bondi du lit et s'est précipité pour préparer la valise que nous avions laissée à moitié faite depuis des semaines. Moi, j'étais étrangement calme, respirant profondément comme la sage-femme me l'avait appris lors des cours de préparation à l'accouchement à la maternité de Saint-Cloud. Le trajet en voiture reste flou dans ma mémoire. Je me souviens des lumières de Paris qui défilaient, de la Seine qui scintillait sous la lune, et de Laurent qui serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Il conduisait prudemment, mais je sentais son impatience à chaque feu rouge. Nous avions répété ce trajet plusieurs fois, chronométrant le temps qu'il nous faudrait pour arriver à la maternité depuis notre appartement du 15e arrondissement. À l'hôpital, tout s'est accéléré. Une sage-femme, Madeleine, m'a accueilli avec un sourire rassurant. « Alors, Élodie, on est prête à rencontrer ce petit bout ?» m'a-t-elle demandé en vérifiant ma dilatation. Son calme m'a apaisé, malgré les contractions qui devenaient de plus en plus douloureuses. Les heures suivantes ont été les plus longues et les plus intenses de ma vie. La douleur venait par vagues, me submergeant complètement avant de refluer, me laissant épuisée et haletante. Laurent me tenait la main, me murmurant des encouragements, m'épongeant le front avec une serviette humide. Dans ses yeux, je voyais un mélange de peur et d'admiration qui me donnait la force de continuer. « Allez Élodie, encore un effort », m'encourageait Madeleine, tandis que je rassemblais mes dernières forces. Le médecin, Dr Moreau, était arrivé entre-temps, observant ma progression avec attention. Et puis, soudain, après une dernière poussée déchirante, je l'ai entendu, le premier cri de mon fils. Un son aigu, puissant, vivant. Le monde autour de moi s'est figé. Plus rien n'existait hormis ce petit être que la sage-femme plaçait sur ma poitrine. « Voilà votre petit garçon », a annoncé Dr Moreau avec un sourire bienveillant. « Mon fils. Notre fils. » Il était minuscule, rouge, fripé, et absolument parfait. Ses petits doigts se sont refermés instinctivement autour de mon index quand je l'ai approché de sa main. Sa respiration était douce et régulière contre ma peau. Une vague d'amour m'a submergée, si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Il est magnifique », ai-je murmuré, les larmes coulant librement sur mes joues. J'ai levé les yeux vers Laurent, attendant de partager ce moment avec lui, de voir dans son regard le même émerveillement que je ressentais. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Laurent regardait notre fils avec une expression étrange. Son sourire ne reflétait ni fierté ni joie, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Il s'est penché vers nous, comme pour mieux observer le bébé, et les mots qu'il a prononcés ont brisé la magie du moment. « Il faudra faire un test ADN pour être sûr qu'il est bien de moi », a-t-il dit d'un ton détaché, comme s'il commentait la météo. Le temps s'est arrêté. Les bruits de la salle d'accouchement, le bip des machines, les murmures du personnel médical semblaient venir de très loin. J'ai cherché dans son regard une trace d'humour, un signe qu'il plaisantait, mais son visage restait impassible. Madeleine a détourné les yeux, soudain très occupée à ranger des instruments. Dr Moreau a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Un silence pesant s'est installé dans la pièce, épais comme un brouillard. Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge s'était nouée, et les mots restaient coincés quelque part entre mon cœur brisé et mes lèvres tremblantes. J'ai juste serré mon fils plus fort contre moi, clignant rapidement des yeux pour retenir mes larmes. D'où venait cette accusation ? En 5 ans de vie commune, 3 de mariage, jamais Laurent n'avait montré le moindre signe de méfiance. Notre relation avait toujours été basée sur la confiance et le respect mutuel, du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions planifié cet enfant ensemble, rêvé de lui ensemble, préparé sa chambre ensemble dans notre appartement parisien. Tout ce que je pouvais ressentir dans cet instant, c'était une douleur profonde et creuse. Pas seulement à cause de ces mots, mais à cause de la façon dont il me regardait maintenant. Comme une étrangère. Comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. « Je vais vous laisser un moment en famille », a dit Dr Moreau, brisant enfin le silence. Il a quitté la pièce,
suivie par Madeleine qui m'a lancé un regard compatissant avant de fermer la porte derrière elle. Laurent s'est assis sur la chaise à côté du lit, son regard alternant entre le bébé et son téléphone qu'il avait sorti de sa poche. Il tapait frénétiquement, comme s'il cherchait quelque chose. Comme s'il n'était pas pleinement présent dans ce moment qui aurait dû être le plus beau de notre vie. J'ai baissé les yeux vers mon fils, admirant ses traits minuscules, ses cils délicats, la courbe parfaite de ses lèvres. Il avait les yeux fermés, apaisé par la chaleur de mon corps. J'ai déposé un baiser sur son front, lui promettant silencieusement que tout irait bien, même si je n'en étais plus si sûre moi-même. Car en l'espace d'une phrase, Laurent venait de transformer le jour le plus heureux de ma vie en un cauchemar dont je ne savais pas comment me réveiller. Le test le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre blanche et aseptisée de la maternité. Un rayon de soleil filtrait à travers les stores à moitié fermés, projetant des ombres douces sur le petit berceau transparent où dormait mon fils. Pendant quelques secondes bénies, j'ai oublié les événements de la veille, savourant simplement la joie d'être mère. Puis Laurent est entré, 2 cafés à la main, et tout m'est revenu en mémoire. La naissance. Le bonheur initial. Et puis ces mots, tranchants comme un rasoir, qui avaient tout gâché. J'ai parlé au docteur Moreau, a-t-il annoncé en me tendant un gobelet. Il peut organiser le test ADN aujourd'hui. Mon cœur s'est serré. J'espérais que la nuit lui aurait remis les idées en place, qu'il aurait réalisé l'absurdité de sa demande. Mais non. Il était calme, déterminé. Laurent, ai-je commencé, cherchant mes mots avec soin, pourquoi fais-tu ça? En 5 ans, je ne t'ai jamais donné la moindre raison de douter de moi. Il a pris une gorgée de café, évitant mon regard. C'est juste pour avoir l'esprit tranquille, Élodie. L'esprit tranquille? J'ai senti ma voix monter malgré moi. Et ma tranquillité à moi? Tu crois que je me sens comment, accusée d'infidélité le jour même où je donne vie à notre enfant? Une infirmière est passée dans le couloir, ralentissant devant notre porte entr'ouverte avant de continuer son chemin. Je me suis forcée à baisser la voix. Tu ne comprends pas, a-t-il répondu, s'asseyant au bord du lit. Ce n'est pas contre toi. C'est juste, une précaution. Une précaution contre quoi, exactement? J'étais blessée, humiliée. La suggestion même qu'il puisse ne pas être le père de notre enfant était comme un coup de poignard. Laurent a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. Les choses arrivent, Élodie. Les gens font des erreurs. Je préfère savoir maintenant plutôt que dans 10 ans. Quelles erreurs? J'ai demandé, sentant les larmes monter. Je n'ai jamais. Mon fils a choisi ce moment pour se réveiller, ses petits cris remplissant la chambre. J'ai repoussé mes couvertures pour me lever, mais Laurent m'a devancé. Je m'en occupe, a-t-il dit, se dirigeant vers le berceau. Je l'ai observé prendre maladroitement notre fils dans ses bras. Il le tenait avec une distance étrange, comme s'il craignait de s'attacher à quelque chose qui pourrait ne pas être à lui. Cette vision m'a brisé le cœur un peu plus. Après 2 jours de tension et d'échanges glacial, j'ai fini par céder. Pas parce que je pensais que le test était nécessaire, mais parce que je voulais mettre fin à ce cauchemar, retrouver le Laurent que j'aimais, celui qui, pendant toute ma grossesse, parlait à mon ventre le soir et avait passé des heures à monter le berceau dans la petite chambre de notre appartement parisien. Le prélèvement a été fait dans l'hôpital même. Une infirmière est venue dans notre chambre, discrète et professionnelle. Elle a d'abord prélevé un échantillon de salive à l'intérieur de la joue de notre fils, qui a protesté faiblement avant de se rendormir. Puis elle a fait de même avec Laurent et moi. Personne n'a parlé pendant la procédure. Laurent ne m'a même pas regardé. L'infirmière, sentant la tension, a fini rapidement et s'est éclipsée avec un murmure compatissant. Mes parents sont arrivés de Lyon cet après-midi-là. Ils avaient pris le TGV dès que Laurent les avait appelés pour annoncer la naissance. Ma mère, Martine, a fondu en larmes en voyant son petit-fils pour la première fois. Il est parfait, ma chérie, a-t-elle murmuré en le berçant doucement. Il a tes yeux, c'est incroyable. Mon père, Henri, plus réservé comme toujours, s'est contenté de poser une main sur mon épaule et de murmurer « Bien joué, ma fille ». Ils ont tout de suite remarqué l'atmosphère tendue entre Laurent et moi.
Ma mère m'a lancé des regards interrogateurs, mais je n'avais pas l'énergie d'expliquer. Comment leur dire que mon mari doutait de ma fidélité? Que le jour le plus beau de ma vie s'était transformé en cauchemar? Tout va bien entre vous, a finalement demandé ma mère quand Laurent est sorti prendre un appel dans le couloir. Juste fatiguée, ai-je menti avec un sourire forcé. Les premières nuits sont difficiles. Elle n'a pas insisté, mais je savais qu'elle n'était pas dupe. Ma mère me connaissait trop bien. Le soir, quand mes parents sont partis pour s'installer dans notre appartement, nous leur avions laissé notre chambre pendant leur séjour. Laurent est revenu avec du chocolat chaud de la cafétéria. « Tiens », a-t-il dit en me tendant un gobelet. « Je sais que tu préfères ça au café le soir. » C'était un petit geste, mais il m'a donné un brin d'espoir. Peut-être que le Laurent que je connaissais, celui dont j'étais tombée amoureuse dans ce café près de la Sorbonne où nous étions tous les deux étudiants, était encore là, quelque part. « Merci », ai-je murmuré, prenant le gobelet. Nos doigts se sont effleurés, et j'ai cherché son regard, espérant y trouver un signe de chaleur, d'amour, de regret pour la peine qu'il me causait. Mais son visage est resté fermé, impénétrable. Il s'est assis sur le fauteuil près de la fenêtre, fixant la vue nocturne de Paris qui s'étendait au-delà des fenêtres de l'hôpital. « Les résultats seront prêts dans 3 jours, a-t-il dit après un long silence. Le labo fait une analyse prioritaire. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour répondre. Je me suis dit que ce serait bientôt fini. Une fois les résultats revenus, il verrait à quel point il s'était trompé, à quel point il m'avait blessé inutilement. Les choses pourraient alors revenir à la normale. Nous pourrions commencer notre vie de famille comme nous l'avions imaginé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose s'était brisé. Un mur invisible s'était dressé entre nous. La confiance, ce pilier fondamental de notre relation, avait été ébranlé. Et je n'étais pas sûre qu'elle puisse être reconstruite aussi facilement. Cette nuit-là, Laurent a dormi sur le petit canapé de la chambre d'hôpital, refusant mon offre de partager le lit. Il n'a pas embrassé notre fils avant de se coucher. Il ne m'a pas embrassé non plus. Il a à peine parlé. Dans l'obscurité, bercé par la respiration régulière de mon fils dans son berceau, j'ai laissé couler mes larmes silencieuses. J'ai pleuré pour la joie volée de ses premiers jours de maternité. J'ai pleuré pour la confiance brisée. J'ai pleuré pour cet homme que j'aimais et qui semblait soudain devenu un étranger. Et j'ai prié, moi qui n'étais pas particulièrement croyante, pour que les résultats du test arrivent vite et mettent fin à ce cauchemar. Les soupçons grandissent, l'attente des résultats était une torture. Chaque heure semblait s'étirer indéfiniment, comme un élastique sur le point de rompre. Nous sommes rentrés à notre appartement 2 jours après la naissance, le médecin ayant jugé que tout allait bien pour moi et le bébé. Nous avions décidé de l'appeler Théo, un nom sur lequel nous étions tombés d'accord des mois avant sa naissance. C'était l'un des rares vestiges de notre complicité d'avant. Notre appartement du 15e arrondissement, habituellement si chaleureux avec ses murs ocre et ses parquets anciens, semblait désormais froid et hostile. Les préparatifs que nous avions faits avec tant d'enthousiasme, la chambre jaune pâle, le mobile musical au-dessus du berceau, les petits vêtements soigneusement pliés dans la commode, tout cela semblait appartenir à une autre vie, celle où Laurent et moi formions un couple heureux et confiant. Mes parents sont restés 1 semaine, dormant dans notre chambre tandis que Laurent et moi nous installions dans le salon, lui sur le canapé, moi sur un matelas à côté du berceau de Théo. Leur présence était à la fois un réconfort et une source d'anxiété supplémentaire. Je n'avais toujours pas trouvé le courage de leur expliquer la situation, et je m'efforçais de maintenir une façade de normalité quand ils étaient là. Laurent faisait de même, jouant le rôle du jeune père fier et attentionné devant mes parents, pour redevenir distant et froid dès qu'ils avaient le dos tourné. Ma mère n'était pas dupe. Un soir, alors que Laurent était sorti prendre l'air, une habitude qu'il avait développée depuis notre retour à la maison, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé pendant que je donnais le sein à Théo. « Ma chérie », a-t-elle commencé doucement, « tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'étais si fatiguée de prétendre que tout allait bien. « C'est si compliqué, maman », ai-je murmuré, les yeux fixés sur Théo qui tétait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Elle a posé une main sur mon épaule, attendant patiemment que je trouve les mots. Mais comment expliquer l'inexplicable ?
Comment lui dire que son gendre, l'homme qu'elle avait accueilli dans notre famille avec tant de chaleur, doutait de ma fidélité au point de demander un test de paternité? La honte me paralysait. Laurent est distant, ai-je finalement dit, optant pour la version édulcorée. Je pense qu'il a du mal à s'adapter à son nouveau rôle de père. Ma mère a hoché la tête, mais son regard m'a fait comprendre qu'elle savait que ce n'était pas toute l'histoire. Les hommes réagissent parfois étrangement à la paternité, a-t-elle dit. Ton père a mis des semaines à oser te tenir après ta naissance, tu sais. Il avait tellement peur de te casser. J'ai souri faiblement, reconnaissante pour sa tentative de me réconforter, même si nos situations étaient bien différentes. Mon père avait peut-être été maladroit, mais il n'avait jamais douté que j'étais sa fille. Chaque jour, Laurent devenait plus distant. Il passait la majeure partie de son temps sur son téléphone, enfermé dans la salle de bain ou sur le balcon, parlant à voix basse. Un soir, alors que je sortais Théo de son bain, je l'ai surpris en train de chuchoter au téléphone dans la cuisine. « Je ne sais pas encore, disait-il. Les résultats ne sont pas. » Il s'est tu brusquement en me voyant entrer, et a raccroché précipitamment. « Qui c'était ?» ai-je demandé, serrant Théo enveloppé dans sa serviette contre moi. « Le travail » a-t-il répondu, évitant mon regard. « Des problèmes avec le nouveau projet. » J'ai su instantanément qu'il mentait. Laurent était architecte dans un cabinet renommé du centre de Paris. Il était en congé paternité depuis la naissance, et son patron, Philippe, un homme sympathique que j'avais rencontré plusieurs fois lors des dîners de bureau, avait insisté pour qu'il prenne tout le temps nécessaire pour s'adapter à sa nouvelle vie de père. Je n'ai pas insisté, trop épuisé pour une nouvelle confrontation. Mais cette conversation téléphonique furtive a fait naître de nouvelles questions dans mon esprit. À qui parlait-il? Pourquoi tout ce mystère? J'ai commencé à remettre en question tout ce que je croyais savoir. Laurent avait-il planifié tout cela? Cherchait-il une porte de sortie? Ou pire encore, quelqu'un lui avait-il dit quelque chose? Une rumeur? Un mensonge? Je me suis mise à repasser en revue les derniers mois de notre vie commune, cherchant des indices. Les soirées où il rentrait tard du bureau, les week-ends où il partait, courir, plus longtemps que d'habitude, les messages qu'il consultait parfois en cachette. Mais je ne trouvais rien de concluant. Avant la naissance, notre relation me semblait solide. J'avais été fidèle. Aimante. Dévouée. Théo pleurait beaucoup ces jours-là. Peut-être ressentait-il aussi la tension qui régnait dans l'appartement. Je faisais tout toute seule les tétés à toute heure du jour et de la nuit, les changements de couche, les berceuses chantonnées à 3 heures du matin quand rien d'autre ne semblait le calmer. Laurent le tenait à peine. Quand il le faisait, c'était avec une distance qui me brisait le cœur. Comme s'il avait peur de s'attacher à un enfant qui pourrait ne pas être le sien. Dans nos rares moments de conversation, nous parlions de sujets pratiques, le rendez-vous chez le pédiatre, les courses à faire, les visites de la famille et des amis à organiser. Nous évitions soigneusement le sujet du test, bien qu'il soit constamment présent entre nous, tel un fantôme invisible. Le 3e soir après notre retour à la maison, mes parents sont repartis pour Lyon. Leur départ a laissé un vide énorme. Sans leur présence pour nous forcer à maintenir les apparences, Laurent et moi nous sommes retrouvés face à face avec notre malaise, sans plus aucun bouclier. Ce soir-là, après avoir couché Théo, je me suis assise sur le canapé à côté de Laurent qui regardait distraitement. Une émission sur l'architecture scandinave, sa passion. « Tu vas me dire ce qui se passe vraiment ?» ai-je demandé, la voix tremblante mais déterminée. Il a soupiré profondément, passant une main sur son visage fatigué. Pour la première fois depuis la naissance, j'ai remarqué à quel point il semblait épuisé. Des cernes sombres soulignaient ses yeux, et une barbe de plusieurs jours assombrissait son visage habituellement si soigné. « Je ne peux pas en parler maintenant, Élodie, a-t-il dit finalement. Attendons les résultats. Non, ai-je insisté, une nouvelle force dans ma voix. Je mérite de savoir. J'ai donné naissance à notre fils il y a moins d'1 semaine, et au lieu de me soutenir, tu me traites comme une criminelle. Pourquoi, Laurent? Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Il a détourné le regard, fixant un point invisible sur le mur. J'ai reçu un message, a-t-il finalement murmuré, si bas que j'ai dû me pencher pour l'entendre.
Un message? De qui? Disant quoi? Anonyme. Sur mon téléphone professionnel. Il a pris une profonde inspiration. Et disant que tu avais été vu avec quelqu'un d'autre. Pendant que j'étais à Strasbourg pour le projet Kellerman. J'ai senti mon sang se glacer. Le projet Kellerman. C'était il y a environ 9 mois. Laurent était parti une semaine pour superviser le début d'un chantier important. C'est absurde, ai-je protesté, la colère remplaçant le choc initial. J'étais chez ma cousine à Bordeaux cette semaine-là. Tu le sais bien, on s'est appelé tous les soirs. Le message disait que tu étais rentré plus tôt, a-t-il continué, toujours sans me regarder. Qu'on t'avait vu entrer dans un hôtel près des Champs-Élysées avec un homme. J'ai secoué la tête, incrédule. Et tu as cru ça? Un message anonyme plutôt que ta femme? Il a haussé les épaules, un geste qui m'a blessé plus que des mots n'auraient pu le faire. Le timing correspondait, Élodie. 9 mois presque jour pour jour. J'ai senti la colère monter en moi comme une vague. J'étais à la fois blessée et furieuse. Après 5 ans ensemble, voilà ce que valait sa confiance en moi? Un message anonyme suffisait à tout remettre en question? Je n'ai jamais trompé, Laurent, ai-je dit, articulant chaque mot avec une clarté glaciale. Et jamais. Et certainement pas dans un hôtel près des Champs-Élysées avec un inconnu pendant que tu étais à Strasbourg. J'étais chez Cécile, à Bordeaux, comme prévu. Tu peux l'appeler pour confirmer si tu ne me crois pas, il a finalement tourné son regard vers moi, et j'y ai vu un mélange de doute et d'espoir qui m'a déchiré. Une partie de lui voulait me croire, je le sentais. Mais le poison du doute s'était déjà infiltré trop profondément. Les résultats seront là demain, a-t-il dit simplement. On saura alors. Je me suis levée du canapé, trop bouleversée pour rester assise. Et après, ai-je demandé. Quand les résultats prouveront que tu es bien le père de Théo, comment pourra-t-on continuer comme si de rien n'était? Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau, sachant que tu as douté de moi sur la base d'un message anonyme? Il n'a pas répondu, et son silence était une réponse en soi. Je suis allée dans la chambre de Théo, m'allongeant sur le matelas près de son berceau. Dans l'obscurité, j'ai écouté sa respiration douce et régulière, m'accrochant à ce son comme à une bouée de sauvetage dans la tempête de ma vie. J'ai pensé à appeler Cécile, ma cousine, pour qu'elle confirme à Laurent que j'étais bien restée chez elle toute cette semaine-là. Mais quelque chose m'a retenue. Si Laurent ne me faisait pas confiance, le témoignage de ma cousine changerait-il vraiment quelque chose? Et puis, je ne voulais pas l'impliquer dans ce désastre, lui faire part de l'humiliation que je ressentais. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement, veillant sur le sommeil paisible de mon fils. J'avais tout juste donné la vie, et au lieu de l'amour et du soutien dont j'avais désespérément besoin, je me retrouvais confrontée à des soupçons et à des accusations. J'étais à la fois épuisée et en colère. J'avais l'impression que Laurent m'avait volé la joie de ses premiers jours avec Théo, un moment que je ne pourrais jamais récupérer. Les résultats 3 jours après notre discussion, le téléphone a sonné en fin de matinée. J'étais en train de bercer Théo dans le salon, tentant de l'endormir après une nuit particulièrement agitée. Laurent se tenait près de la fenêtre, regardant distraitement les toits parisiens. Cette posture était devenue habituelle chez lui, physiquement présent mais mentalement ailleurs, comme s'il avait déjà fait ses valises intérieurement. Le son de la sonnerie nous a fait sursauter tous les deux. Laurent s'est précipité sur son téléphone posé sur la table basse. Son visage s'est figé en lisant le nom de l'appelant. Docteur Moreau, a-t-il annoncé, me jetant un regard lourd de sens avant de décrocher. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai craint qu'il ne réveille Théo. Le moment de vérité était arrivé. Dans quelques instants, Laurent saurait que ses soupçons étaient infondés, que j'avais toujours été fidèle. Peut-être pourrions-nous alors commencer à reconstruire ce que ces derniers jours avaient détruit. Bonjour, docteur, a dit Laurent, la voix tendue. Il a écouté en silence pendant plusieurs secondes, son expression passant de l'anticipation à la confusion. Je comprends. Oui, bien sûr. Nous pouvons venir cet après-midi. D'accord, merci. Il a raccroché lentement, son regard fixé sur le téléphone comme s'il espérait y trouver une explication. Alors, ai-je demandé, incapable de supporter le suspense plus longtemps.
Il veut nous voir en personne, a répondu Laurent. Il dit que c'est compliqué. Il préfère nous expliquer de vive voix. La confusion s'est emparée de moi. Qu'y avait-il de compliqué? Soit Laurent était le père, soit il ne l'était pas. Et puisque je n'avais jamais été infidèle, il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse possible. À quelle heure, ai-je demandé, cherchant à garder une voix calme pour ne pas perturber Théo qui s'était enfin endormi dans mes bras. 14 heures. Les heures suivantes ont été interminables. J'ai réussi à mettre Théo dans son berceau sans le réveiller, un petit miracle en soi. Laurent s'est enfermé dans notre chambre, prétextant avoir des emails professionnels à traiter. Je suis restée dans le salon, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai allumé la télévision, zappant sans vraiment voir les images qui défilaient. J'ai essayé de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux sans faire sens. À 13 heures, nous avons commencé à nous préparer en silence. J'ai habillé Théo d'un petit ensemble bleu que ma mère lui avait offert. Laurent a commandé un VTC pour nous emmener à l'hôpital. Ni lui ni moi n'étions en état de conduire. Le trajet s'est fait dans un silence pesant. Laurent regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Je tenais Théo serré contre moi, comme pour le protéger de l'orage invisible qui menaçait notre famille. Paris défilait autour de nous, les quais de Seine, Notre-Dame en reconstruction, le jardin des Tuileries baigné de soleil, mais toute cette beauté me semblait lointaine, appartenant à un monde dont je n'étais plus partie. À l'hôpital, Dr Moreau nous attendait dans son bureau. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. Je l'avais toujours apprécié pour sa douceur et son professionnalisme durant ma grossesse. Aujourd'hui pourtant, son visage était grave, presque solennel. Monsieur et Madame Dupont, nous a-t-il accueillis en nous invitant à nous asseoir. Merci d'être venu si rapidement. Il a attendu que nous nous installions, Laurent et moi côte à côte, Théo endormi dans son cosy que j'avais posé entre nous. Le médecin a pris une profonde inspiration, comme s'il cherchait le meilleur moyen d'annoncer quelque chose de difficile. J'ai reçu les résultats du test de paternité que vous avez demandé, a-t-il commencé, son regard alternant entre Laurent et moi. Et il y a quelque chose d'inattendu que je dois vous expliquer. Je me suis penchée en avant, mon cœur battant la chamade. Laurent a croisé les bras, comme pour se protéger de ce qui allait suivre. Nous avons effectué le test 2 fois, a poursuivi Dr Moreau, pour être absolument certain. Et les résultats sont formels, l'ADN de l'enfant ne correspond à aucun de vous deux. J'ai cru avoir mal entendu. Les mots du médecin flottaient autour de moi sans que je puisse vraiment les saisir. Pardon, ai-je murmuré, incapable d'en dire plus. Ce que je veux dire, a précisé Dr Moreau avec une douceur infinie, c'est que cet enfant n'est biologiquement lié ni à vous, Madame Dupont, ni à vous, Monsieur Dupont. D'après ces résultats, il semblerait qu'il y ait eu une erreur, une confusion à la maternité. Cet enfant n'est pas votre fils biologique. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai regardé Théo, ses petites mains serrées en poing, son visage paisible dans son sommeil. Comment était-ce possible? Je l'avais porté pendant 9 mois. Je l'avais senti grandir en moi, bouger, donner des coups. J'avais enduré des heures de travail pour le mettre au monde. Comment pouvait-il ne pas être mon fils? Laurent s'est levé d'un bond, le visage déformé par la colère. C'est impossible, a-t-il crié, faisant sursauter Théo qui s'est mis à pleurer. Il doit y avoir une erreur dans le test. Dr Moreau a levé les mains en signe d'apaisement. Je comprends votre réaction, Monsieur Dupont. C'est pourquoi nous avons effectué le test 2 fois, avec 2 échantillons différents. Les résultats sont identiques. J'ai pris Théo dans mes bras, le berçant machinalement, tentant de le calmer alors que mon propre monde s'écroulait. Une pensée terrible m'a traversé l'esprit, si Théo n'était pas notre fils biologique, alors où était notre véritable enfant? Qui prenait soin de lui en ce moment? Le traitait-on bien? Savait-il seulement qu'il n'était pas avec ses vrais parents? Comment est-ce possible, ai-je finalement demandé, la voix tremblante. J'ai accouché de lui. Je l'ai vu sortir de mon corps. Dr Moreau a hoché la tête avec compassion. Il arrive, très rarement, que des erreurs se produisent dans les maternités. Un bracelet mal étiqueté,
une confusion momentanée. Les procédures sont strictes pour éviter ce genre de situation, mais rien n'est infaillible. Alors vous êtes en train de nous dire, a repris Laurent, tentant visiblement de contrôler sa colère, que quelque part, il y a un couple qui élève notre enfant biologique sans le savoir? C'est une possibilité, oui, a admis le médecin. Nous avons déjà contacté l'administration de l'hôpital pour lancer une enquête interne. Mais étant donné la nature des résultats, nous sommes également dans l'obligation de notifier les autorités. Je suis désolé, mais cela pourrait devenir une affaire criminelle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Affaire criminelle? Enquête? Tout cela semblait si irréel, comme si j'étais piégée dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. J'ai regardé Théo qui s'était calmé dans mes bras, ses yeux bleus me fixant avec une confiance absolue. Peu importait ce que disait l'ADN, il était mon fils. Je l'avais tenu le premier. Aimé le premier. L'idée que quelqu'un d'autre avait mon enfant biologique, quelque part, était insupportable. Mais l'idée de perdre Théo l'était tout autant. Laurent s'est rassis lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Son visage avait perdu toute couleur. Il a tendu une main hésitante vers Théo, effleurant sa joue du bout des doigts. Pour la première fois depuis sa naissance, j'ai vu dans les yeux de Laurent autre chose que de la méfiance ou de la distance. J'y ai vu une vulnérabilité, une peur qui faisait écho à la mienne. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-il demandé au médecin. Un officier de police va venir prendre votre déposition, a expliqué Dr Moreau. L'hôpital va examiner tous les dossiers des naissances survenues ce jour-là. Si nous avons de la chance, nous pourrons identifier rapidement l'autre famille concernée. Et si on les trouve, ai-je osé demander, serrant Théo un peu plus fort contre moi. Que arrivera-t-il alors? Le médecin a hésité, visiblement mal à l'aise. Cela dépendra de nombreux facteurs. Des enquêteurs, des juges peut-être. Je ne peux pas vous donner de réponse définitive. Chaque cas est unique. J'ai échangé un regard avec Laurent. Pour la première fois depuis la naissance de Théo, nous semblions être sur la même longueur d'onde. La méfiance qui nous avait séparés s'était momentanément effacée, remplacée par une peur commune, un sentiment partagé d'être dépassé par des événements qui nous échappaient totalement. Dr Moreau nous a laissés seuls un moment, prétextant devoir appeler les services concernés. Dès qu'il a quitté la pièce, j'ai fondu en larmes, incapable de me contenir plus longtemps. À ma grande surprise, Laurent s'est approché et a passé un bras autour de mes épaules. « On va trouver une solution, Élodie », a-t-il murmuré. « Je te le promets. » Je ne savais pas s'il parlait de notre mariage, de Théo, ou de toute cette situation impossible. Mais pour la première fois depuis des jours, ces mots m'ont apporté un peu de réconfort. Nous étions peut-être brisés, mais nous n'étions pas seuls face à cette épreuve. Appeler la police, ce n'est pas possible, répétait Laurent, arpentant le bureau du médecin comme un lion en cage. Il doit y avoir une erreur. Une contamination des échantillons, une procédure mal suivie, quelque chose. Dr Moreau, qui était revenu dans la pièce après avoir passé plusieurs appels, secouait doucement la tête. Je comprends votre incrédulité, monsieur Dupont. Mais nous avons suivi tous les protocoles standards avec une attention particulière, justement parce que nous savions l'importance de ces résultats pour vous. J'étais assise, comme pétrifiée, Théo endormi contre ma poitrine. Mon esprit oscillait entre déni et panique. Comment était-il possible que cet enfant, que j'avais senti grandir en moi pendant 9 mois, ne soit pas biologiquement le mien? Avais-je rêvé ma grossesse? Ma raison vacillait. Madame Dupont, la voix du docteur Moreau me ramena à la réalité, je sais que c'est extrêmement difficile à accepter. Mais je dois vous informer que j'ai contacté la direction de l'hôpital ainsi que les services de police. Étant donné la nature de la situation, nous sommes légalement tenus de signaler ce qui pourrait être considéré comme une substitution d'enfant. Ces mots froids, cliniques, me glacèrent le sang. Substitution d'enfant. Comme si Théo était un objet qu'on avait échangé par erreur, comme un vêtement de la mauvaise taille retourné au magasin. La police, a murmuré Laurent, s'arrêtant net dans son va-et-vient. Vous pensez que c'est délibéré? Le médecin a écarté les mains en signe d'impuissance. Je ne peux pas me prononcer à ce stade.
Il pourrait s'agir d'une erreur administrative, d'une négligence, ou de quelque chose de plus grave. C'est précisément pourquoi les autorités doivent être impliquées. Une enquête de police. L'idée même me donnait la nausée. Notre vie privée allait être exposée, disséquée. Des étrangers allaient fouiller dans nos dossiers médicaux, interroger le personnel de l'hôpital, peut-être même nos proches. Et pendant ce temps, quelque part dans Paris ou ailleurs, une autre famille vivait-elle le même cauchemar? Ou était-il dans l'ignorance, berçant mon enfant biologique sans se douter de rien? Combien de temps avant que la police n'arrive, a demandé Laurent, sa voix trahissant son anxiété. Un officier du commissariat du 15e devrait être là dans moins d'une heure, a répondu le médecin. La commissaire Leroy s'occupe personnellement de l'affaire. Elle m'a assuré qu'elle traiterait cela avec la plus grande discrétion. Moins d'une heure. 60 minutes avant que notre vie ne bascule officiellement dans une dimension kafkaïenne. J'ai regardé Théo, son petit visage paisible dans son sommeil, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Comment pouvait-il ne pas être mon fils? Chaque cellule de mon corps me criait qu'il était à moi, que nous étions liés par quelque chose de plus profond que la simple biologie. Est-ce qu'on doit le garder avec nous, ai-je demandé, la voix tremblante. Docteur Moreau m'a regardé avec compassion. Pour l'instant, rien ne change, Madame Dupont. Légalement, cet enfant est le vôtre jusqu'à preuve du contraire. Les certificats de naissance ont été établis à vos noms. La situation est complexe, et il faudra du temps pour démêler tout cela. Laurent s'est approché de nous et, à ma grande surprise, a posé une main sur l'épaule de Théo, dans un geste protecteur que je ne lui avais pas vu faire depuis la naissance. Qu'est-ce qui va se passer si on retrouve l'autre famille, a-t-il demandé, formulant à haute voix la question qui me terrorisait. Le médecin a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas juriste, mais dans des cas similaires bien que très rares plusieurs scénarios sont possibles. Parfois, les familles décident de garder les enfants qu'elles ont commencé à élever. D'autres fois, elles choisissent de les échanger. Dans certains cas, des arrangements plus complexes sont mis en place, comme une forme de garde partagée. Tout dépendra des circonstances exactes, de l'âge des enfants au moment de la découverte, et bien sûr, de ce que les tribunaux jugeront être dans l'intérêt supérieur des enfants. L'intérêt supérieur des enfants. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. Qui déciderait de cet intérêt? Des juges? Des psychologues? Des experts qui n'avaient jamais vu Théo, qui ne connaissaient pas la façon dont il se calmait quand je lui chantais au clair de la lune, ou comment il aimait être bercé d'une certaine façon après son bain. Le temps semblait s'être figé dans ce bureau aseptisé. Laurent et moi étions silencieux, chacun perdu dans ses pensées, tandis que Dr Moreau consultait discrètement ses emails sur son ordinateur, nous laissant l'espace dont nous avions besoin pour digérer ces informations bouleversantes. Théo s'est réveillé, s'agitant contre moi. Ses yeux bleus se sont ouverts, me fixant avec cette confiance absolue que seuls les nouveau-nés peuvent avoir. J'ai senti mon cœur se serrer. Comment pourrais-je jamais renoncer à lui, même en sachant qu'il n'était pas biologiquement le mien? Il a faim, ai-je murmuré, reconnaissant ses signes d'agitation. Je dois le nourrir. Docteur Moreau a hoché la tête. Bien sûr. Vous pouvez utiliser la salle d'accent grave côté si vous préférez plus d'intimité. La commissaire Leroy me préviendra à son arrivée. Laurent m'a suivi dans la petite salle adjacente, un espace plus chaleureux avec un fauteuil confortable et une table allongée. J'ai installé Théo pour l'allaiter, geste devenu naturel malgré les douleurs des premiers jours. Laurent s'est assis en face de moi, nous observant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je suis désolée, Élodie, a-t-il dit soudain, brisant le silence. J'ai levé les yeux, surprise. Pourquoi? Pour avoir douté de toi. Pour avoir demandé ce test qui nous a menés, ici. Il a fait un geste vague englobant notre situation impossible. Un rire amer m'a échappé. C'est ironique, non? Tu pensais que je t'avais trompé, que Théo n'était pas ton fils. Et il s'avère qu'il n'est ni le tien, ni le mien. Laurent a baissé les yeux. Je n'aurais jamais dû croire ce message anonyme. J'aurais dû te faire confiance. Oui, tu aurais dû, ai-je répondu simplement.
Ce n'était pas le moment des grandes réconciliations, des pardons faciles. La blessure était encore trop fraîche, trop profonde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, a-t-il demandé, sa voix trahissant une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Je ne sais pas, Laurent. Mais je sais une chose, je ne laisserai personne me prendre Théo. Ma voix était ferme malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Peu importe ce que dit l'ADN. Il est mon fils. Je l'ai porté. Je l'ai mis au monde. Je l'ai nourri de mon corps. Personne ne peut effacer ça. Laurent a hoché la tête lentement. Et notre enfant biologique? Celui qui est quelque part avec d'autres parents? Cette question me hantait depuis que le médecin avait annoncé les résultats. Quelque part, peut-être dans ce même hôpital, peut-être ailleurs dans la ville, un bébé qui partageait nos gènes était dans les bras d'étrangers. Était-il bien traité? Aimé? Protégé? Je ne sais pas, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je veux savoir s'il va bien, qui s'occupe de lui, mais j'ai aussi tellement peur de ce qui pourrait se passer quand on le saura. Un léger coup à la porte nous a interrompus. Docteur Moreau a passé la tête dans l'entrebâillement. La commissaire Leroy est arrivée, a-t-il annoncé doucement. Elle vous attend quand vous serez prêt. J'ai terminé d'allaiter Théo, l'ai remis en place dans son cosy, et nous sommes retournés dans le bureau du médecin. Une femme d'une quarantaine d'années nous y attendait, vêtue d'un tailleur sobre. Ses cheveux châtains étaient coupés au carré, et son regard direct mais bienveillant m'a instantanément mise à l'aise ou du moins, aussi à l'aise qu'on peut l'être dans une telle situation. Monsieur et Madame Dupont, nous a-t-elle salué en nous serrant la main. Je suis la commissaire Claire Leroy. Je suis sincèrement désolée pour ce que vous traversez. Son ton n'était pas celui d'un fonctionnaire détaché, mais d'un être humain empathique face à une tragédie personnelle. J'ai senti une partie de ma tension s'évaporer. Docteur Moreau m'a expliqué la situation, a-t-elle poursuivi en s'asseyant face à nous. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais j'aurais besoin de vous poser quelques questions pour commencer notre enquête. Laurent et moi avons acquiescé en silence. Et d'abord, j'aimerais vous assurer que nous allons traiter cette affaire avec la plus grande discrétion possible. Nous sommes conscients de son caractère extrêmement sensible. Elle a sorti un petit carnet et un stylo. Pourriez-vous me décrire précisément le déroulement de l'accouchement? Qui était présent? À quel moment exactement vous avez été séparée de votre bébé, Madame Dupont, et pendant combien de temps? J'ai pris une profonde inspiration et me suis replongée dans mes souvenirs. L'accouchement semblait avoir eu lieu il y a une éternité, bien qu'à peine une semaine se soit écoulée. C'était le 10 avril, vers midi, ai-je commencé. Docteur Moreau était présent, ainsi que 2 sages-femmes Madeleine, qui m'avaient suivi pendant toute la journée, et une autre dont je ne me souviens plus du nom. Laurent était à mes côtés. J'ai décrit les heures de travail, la naissance elle-même, le moment où Théo avait été posé sur ma poitrine. Il y a eu un moment où ils l'ont emmené pour le nettoyer, le peser, faire les premiers examens. Ça a duré, je ne sais pas exactement. 20 minutes? Peut-être une demi-heure? J'étais épuisée, un peu dans les vapes. La commissaire prenait des notes, hochant occasionnellement la tête. Et quand ils vous l'ont ramené, avez-vous remarqué quelque chose de différent? Quoi que ce soit qui vous aurait semblé inhabituel? J'ai secoué la tête. Non. Il était enveloppé dans une couverture de l'hôpital. Il avait un petit bracelet d'identification au poignet. Il semblait parfait. Le bracelet, a intervenu Laurent. Est-ce qu'il a été vérifié? Les numéros correspondaient-ils à ceux de nos dossiers? La commissaire a hoché la tête. C'est l'une des premières choses que nous vérifierons. Docteur Moreau, avez-vous les photos du bracelet qui ont été prises à la naissance? Le médecin a ouvert un dossier sur son ordinateur. Oui, conformément au protocole, des photos sont prises du bracelet au poignet du nouveau-né, puis scannées dans le dossier médical. Voici celle de Théo. Nous nous sommes tous penchés vers l'écran. On y voyait clairement le petit poignet de Théo avec un bracelet en plastique blanc où était inscrit « Dupont », suivi d'un numéro et de la date de naissance. Nous allons vérifier si ce numéro correspond bien à celui qui a été attribué à votre dossier, Madame Dupont, a expliqué la commissaire.
Nous examinerons également tous les autres enfants nés ce jour-là à la maternité. Combien y en avait-il? Va demander Laurent. Docteur Moreau a consulté rapidement son ordinateur. Cette naissance le 10 avril. 3 filles et 4 garçons, dont votre fils. 7 familles. 7 bébés. L'une d'entre elles avait notre enfant biologique. L'idée me donnait le vertige. Et nous allons devoir contacter toutes ces familles, a poursuivi la commissaire Leroy. Leur expliquer la situation et leur proposer un test ADN volontaire. Si l'une d'entre elles refuse, nous pourrons demander une ordonnance judiciaire, mais j'espère sincèrement que nous n'en arriverons pas là. L'idée que d'autres familles allaient être plongées dans le même cauchemar que nous me serrait le cœur. Leur vie aussi allait être bouleversée, leurs certitudes ébranlées. Et qu'arrivera-t-il si on découvre quelle famille a notre enfant biologique, a demandé Laurent, posant la question qui me terrifiait. La commissaire a posé son stylo, nous regardant tour à tour avec gravité. Légalement, la situation est complexe. Vous êtes les parents légaux de l'enfant que vous avez ramené chez vous, tout comme l'autre famille est légalement responsable de l'enfant qu'elle élève. Si une erreur ou pire, une substitution volontaire, est confirmée, un juge des affaires familiales sera saisi pour déterminer la marche à suivre. Mais on ne peut pas simplement échanger les bébés comme des colis mal livrés, ai-je protesté, horrifié par cette perspective. Théo est mon fils, peu importe ce que dit l'ADN. Je l'ai mis au monde, je l'ai nourri, j'ai créé un lien avec lui. Je comprends parfaitement, Madame Dupont, a répondu la commissaire avec douceur. Et le tribunal tiendra compte de ces liens déjà formés. Mais il devra également considérer les droits de l'autre famille, et surtout, ce qui est dans l'intérêt supérieur des 2 enfants. Laurent a pris ma main, un geste qui m'a surprise mais réconfortée. Nous traverserons cela ensemble, Élodie, a-t-il dit simplement. Pour la première fois depuis la naissance de Théo, je n'ai pas retiré ma main. Car malgré tout ce qui nous séparait, malgré la confiance brisée et les accusations injustes, nous faisions face à quelque chose de bien plus grand que nos problèmes de couple. Et nous aurions besoin l'un de l'autre pour affronter la tempête qui s'annonçait. La recherche commence. Les jours qui ont suivi notre rencontre avec la commissaire Leroy se sont écoulés dans un brouillard d'incertitude et d'angoisse. Notre appartement, autrefois havre de paix, était devenu une sorte de bunker où nous nous tairions, fuyant le monde extérieur et ses questions. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. D'abord, il y avait eu un article dans Le Parisien, ne mentionnant pas nos noms mais évoquant une possible erreur à la maternité de Saint-Cloud. Puis France Info avait repris l'information, ajoutant quelques détails qui ne pouvaient venir que d'une source interne à l'hôpital. Enfin, les chaînes nationales s'en étaient emparées, transformant notre drame personnel en fait divers croustillants. Les parents sont dévastés, déclarait une présentatrice sur BFM TV, tandis qu'un bandeau rouge en bas de l'écran proclamait « Exclusif, bébés échangés à la maternité ». Je regardais ces émissions avec un mélange de fascination morbide et d'horreur. Ils parlaient de nous, de notre vie, sans rien savoir de notre réalité. Laurent avait débranché la sonnette après que 2 journalistes aient tenté de nous interroger directement. Nous ne répondions plus au téléphone, sauf s'il s'agissait de nos parents ou de la police. Ma mère avait proposé de revenir de Lyon pour nous aider, mais j'avais décliné. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer, de raconter, de revivre encore et encore cette histoire en la partageant. Théo, lui, semblait imperméable à tout ce chaos. Il dormait, mangeait, pleurait selon son propre rythme, indifférent au drame des adultes qui l'entouraient. Cette normalité était ma seule encre dans la tempête. Chaque tétée, chaque couche changée, chaque bain donné était un moment de paix volé au tumulte de nos vies. Laurent et moi avions cessé de nous disputer. Le choc avait éteint même notre colère. Nous cohabitions dans un silence précaire, unis par une situation que nous étions seuls à comprendre pleinement. Parfois, je le surprenais en train de regarder Théo avec une tendresse qui me serrait le cœur. Le lien qu'il avait d'abord rejeté semblait se former malgré lui, comme si son cœur avait compris avant son esprit que la biologie n'était qu'une partie de ce qui fait un parent. 3 jours après notre entretien avec la commissaire, nous avons reçu un appel de celle-ci. Nous avons identifié toutes les familles concernées, nous a-t-elle annoncé. 6 d'entre elles ont accepté de se soumettre à un test ADN. Nous attendons encore la réponse de la 7e.
Combien de temps avant les résultats, a demandé Laurent, le téléphone en haut-parleur entre nous dans la cuisine. Le laboratoire nous a promis une procédure accélérée. 3 jours maximum. 3 jours. 72 heures avant de savoir quelle famille avait notre enfant biologique. 72 heures avant que notre vie ne prenne un nouveau tournant imprévisible. Et ensuite, ai-je demandé, la gorge serrée. Que se passera-t-il quand vous aurez identifié l'autre famille? Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Dans un premier temps, nous les informerons de la situation, comme nous l'avons fait avec vous. Puis, si les deux parties sont d'accord, nous organiserons une rencontre, en présence d'un médiateur et d'un psychologue. Une rencontre. L'idée même me terrifiait. Comment réagirais-je face aux personnes qui élevaient mon enfant biologique? Que ressentirait-il en voyant Théo, cet enfant qu'ils avaient mis au monde? La situation était si surréaliste que mon esprit peinait à en saisir toutes les implications. Est-ce qu'il y a des précédents, a demandé Laurent. Des cas similaires où des bébés ont été échangés? Il y en a eu quelques-uns en France, a confirmé la commissaire. Le plus récent remonte à 2015, à Marseille. Mais chaque cas est unique, avec ses propres circonstances et complications. Après avoir raccroché, Laurent et moi sommes restés assis à la table de la cuisine, silencieux. Dehors, Paris vivait sa vie normale, les klaxons des taxis, les conversations des passants, la cloche de l'église Saint-Lambert qui sonnait midi. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner quand le nôtre s'était arrêté? J'ai fait des recherches, a finalement dit Laurent, brisant le silence. Sur Internet. Sur les cas similaires. Ai-je demandé, pas sûr de vouloir entendre la réponse. C'est varié. Il a passé une main dans ses cheveux, geste qui trahissait toujours sa nervosité. Dans certains cas, les familles ont décidé d'échanger les enfants, surtout quand ils étaient encore très jeunes. Dans d'autres, elles ont gardé les bébés qu'elles avaient commencé à élever, avec des arrangements pour que les enfants connaissent leurs parents biologiques en grandissant. Il y a même eu un cas où les deux familles ont déménagé dans la même ville pour élever les enfants ensemble, comme une sorte de famille élargie. L'idée était à la fois fascinante et terrifiante. Comment pourrions-nous partager Théo avec des étrangers? Comment pourrais-je aimer un autre enfant, qui serait biologiquement le mien mais que je n'aurais pas mis au monde, pas nourri, pas bercé pendant ses premiers jours cruciaux? Qu'est-ce que tu veux, toi, ai-je demandé à Laurent. Il a levé les yeux vers moi, surpris par ma question directe. Nous avions si peu communiqué ces derniers jours. Il a hésité, cherchant ses mots. Je ne sais pas, Élodie. Une partie de moi veut connaître cet enfant qui partage nos gènes. Savoir s'il nous ressemble, s'il a tes yeux ou mon nez. Mais une autre partie s'est attachée à Théo, malgré tout. Malgré moi, même. Il a eu un rire sans joie. C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai passé les premiers jours à le rejeter, convaincu qu'il n'était pas mon fils. Et maintenant que je sais qu'il ne l'est pas biologiquement, je commence à ressentir pour lui ce que j'aurais dû éprouver depuis le début. Sa confession m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. Je ne veux pas perdre Théo, ai-je dit, les larmes aux yeux. Peu importe ce que dit l'ADN. Il est mon fils dans tout ce qui compte vraiment. Laurent a tendu la main par-dessus la table, effleurant la mienne. On ne le perdra pas, Élodie. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, on fera face ensemble. Ce « ensemble » résonnait étrangement entre nous, comme l'écho d'une promesse oubliée. Avant toute cette histoire, nous étions en train de nous éloigner l'un de l'autre, sans même nous en rendre compte. Ces longues heures au bureau, mes préoccupations de fin de grossesse, et puis cette accusation d'infidélité qui avait tout fait exploser. Était-il possible que cette crise, aussi terrible soit-elle, nous rapproche en fin de compte? La sonnerie du téléphone a interrompu mes réflexions. C'était ma mère, qui appelait pour prendre des nouvelles comme elle le faisait chaque jour depuis qu'elle était rentrée à Lyon. « Comment va mon petit-fils » a-t-elle demandé, sa voix chaleureuse un baume sur mon cœur meurtri. « Il va bien, maman. Il commence à faire ses nuits. 4 heures d'affilée hier soir. Et toi, ma chérie? Comment tu tiens le coup? » J'ai hésité. Ma mère ne connaissait pas encore toute l'histoire.
Nous lui avions seulement dit qu'il y avait eu une confusion à l'hôpital et que la police enquêtait. Pas que Théo n'était pas notre fils biologique. Pas qu'un autre bébé, quelque part, portait nos gènes. Ça va, ai-je menti. On fait avec. Et avec Laurent? Les choses s'arrangent? J'ai jeté un coup d'œil à mon mari qui berçait Théo dans le salon, lui murmurant des mots que je ne pouvais entendre. C'est compliqué. Mais on traverse ça ensemble. Après avoir raccroché, j'ai rejoint Laurent dans le salon. Il avait allumé la petite lampe qui projetait des étoiles au plafond, cadeau de mes collègues de l'école primaire où j'enseignais. Théo fixait les constellations mouvantes avec fascination, ses petites mains s'agitant comme pour les attraper. Il aime les étoiles, a observé Laurent avec un sourire. Comme toi. C'était vrai. J'avais toujours été fascinée par l'astronomie, au point d'avoir un télescope sur notre balcon. C'était l'un des points communs qui nous avait rapprochés, Laurent et moi, lors de nos premières rencontres à la Sorbonne. Oui, ai-je répondu, touchée par cette observation. Il a bon goût. Nous sommes restés là, tous les trois, baignés dans la douce lumière des étoiles artificielles, créant un moment de paix dans le chaos de nos vies. Pendant quelques minutes, nous étions juste une famille normale, profitant d'une soirée tranquille à la maison. La sonnerie stridente du téléphone a brisé cette bulle de sérénité. Laurent a décroché, son visage se tendant au fur et à mesure de la conversation. Oui, commissaire. Demain, 10 heures. Nous y serons. Merci de nous prévenir. Il a raccroché lentement, son regard croisant le mien. Ils ont identifié la famille, a-t-il annoncé d'une voix blanche. Le test ADN est formel. C'est une famille du nom de Mercier. Ils vivent à Neuilly. Les Mercier. Ce nom, soudain, rendait tout plus réel. Ce n'était plus une abstraction, un concept. C'était une famille avec un nom, une adresse, une vie. Et ils avaient notre enfant biologique. Ils veulent nous rencontrer demain, au commissariat, a poursuivi Laurent. Avec les Mercier. Un médiateur sera présent, ainsi qu'un psychologue de l'hôpital. Demain. Si tôt. Je n'étais pas prête. Comment pouvais-je être prête à rencontrer les personnes qui élevaient mon enfant biologique? Comment pouvais-je me préparer à voir ce bébé qui partageait mes gènes mais que je n'avais jamais tenu dans mes bras? Est-ce qu'ils savent déjà? Les Mercier, ai-je demandé, la voix tremblante. Oui. La commissaire vient de les informer. Elle dit qu'ils sont « sous le choc », comme on peut s'y attendre. Sous le choc. Quelle expression inadéquate pour décrire ce séisme émotionnel. Je connaissais trop. Bien ce « choc », cette sensation de sol qui se dérobe sous vos pieds, cet instant où le monde bascule et ne sera plus jamais le même. Comment s'appelle-t-il, ai-je demandé. L'autre bébé? Laurent a hésité. Elle. C'est une fille. Elle s'appelle Emma. Une fille. Nous avions une fille. L'information m'a frappée avec la force d'un coup physique. Pendant toute ma grossesse, j'avais été persuadée d'attendre un garçon, au point de ne pas vouloir connaître le sexe lors des échographies. Je le sens, c'est un garçon, répétais-je à Laurent. Et j'avais tort. Ou plutôt, j'avais raison pour l'enfant que j'avais mis au monde, mais pas pour celui que j'avais conçu. Emma, ai-je répété, goûtant ce prénom sur mes lèvres. Un joli prénom. Simple, élégant, intemporel. Le genre de prénom que j'aurais pu choisir moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongée près du berceau de Théo, j'écoutais sa respiration régulière tout en imaginant Emma. À quoi ressemblait-elle? Avait-elle mes yeux verts ou les yeux noisettes de Laurent? Ses cheveux étaient-ils blonds comme les miens ou bruns comme ceux de son père? Était-elle calme comme Théo ou plus agitée? Qui la berçait quand elle pleurait la nuit? Qui lui chantait des berceuses? À l'aube, Laurent m'a rejointe, s'asseyant silencieusement à côté de moi sur le matelas au sol. « Tu n'as pas dormi ?» a-t-il constaté. « Toi non plus » ai-je répondu, notant ses traits tirés. « Non. » Il a passé une main sur son visage mal rasé. Je n'arrêtais pas de penser à Emma. Et aux Mercier. À ce qu'on va leur dire. À ce qu'ils vont nous dire.
J'ai peur, Laurent, ai-je admis dans un souffle. Peur qu'ils veuillent reprendre Emma. Peur qu'ils attendent de nous qu'on leur rende Théo. Peur de ce que tout ça va faire à notre famille, à notre couple. Il a pris ma main, la serrant doucement. Moi aussi, j'ai peur, Élodie. Mais on ne laissera personne nous dicter quoi faire. On décidera ensemble, pour le bien de Théo, d'Emma, et de nous-mêmes. Après une douche rapide et un café avalé en silence, nous avons préparé Théo pour cette rencontre qui allait peut-être changer nos vies à jamais. Je l'ai habillé avec soin, choisissant un petit ensemble bleu que je trouvais particulièrement adorable. Comme s'il fallait qu'il soit à son avantage pour cette première rencontre avec ses parents biologiques. Ces mots me semblaient si inadéquats pour décrire une situation aussi complexe. Le trajet jusqu'au commissariat du 15e arrondissement s'est fait dans un silence tendu. Laurent conduisait prudemment, inhabituellement attentif à chaque feu, chaque panneau. Je tenais Théo sur mes genoux, le serrant peut-être un peu trop fort, comme si quelqu'un pouvait me l'arracher à tout moment. Arrivés au commissariat, nous avons été immédiatement conduits dans une salle de réunion à l'écart du brouhaha habituel. La commissaire Leroy nous attendait, accompagnée d'une femme d'une 50aine d'années qui s'est présentée comme docteur Rivière, psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Les Mercier arriveront dans quelques minutes, nous a informé la commissaire. Je sais que cette situation est extrêmement difficile pour tous. Il n'y a pas de protocole établi, pas de marche à suivre toute tracée. Nous sommes là pour faciliter la discussion, mais les décisions vous appartiennent, à vous et aux Mercier. Je hochai la tête mécaniquement, incapable de formuler une réponse cohérente. Ma gorge était nouée par l'angoisse, mes mains moites serraient celle de Laurent comme à une bouée de sauvetage. Et puis la porte s'est ouverte.